Parenthèse culture. Luc Ferry. Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire de l'éthique, une brève histoire de l'éthique, puisqu'on a à peu près 3/4 d'heure, 1 heure maximum, pour que vous puissiez après, si vous le souhaitez, poser des questions. Petite remarque préalable avant d'entrer dans le vif du sujet. Je ne ferai pas, j'ai fait la semaine dernière une différence entre spiritualité et morale, une différence qui pour moi est absolument cruciale. En revanche, je ne ferai pas de différence entre éthique et morale. Un mot est grec, l'autre est latin, mais il n'y a aucune différence a priori entre les deux termes. Ils ont exactement la même étymologie. On peut, si on veut, quand on a deux mots, faire une différence entre éthique et morale. Kant le fait, Hegel le fait, mon ami André Comte-Sponville le fait, donc de grands auteurs font cette différence entre éthique et morale. Par exemple, chez Kant, la morale, c'est les principes et l'éthique, c'est la morale appliquée. Pourquoi pas ? Je ne ferai pas cette différence. Il faut dire qu'en allemand, ce ne sont pas les mêmes mots. C'est Moralität et Sittlichkeit. C'est un peu différent. Éthique et morale, encore une fois. Éthique est grec. Ethos, ça veut simplement dire les mœurs. Mos mores en latin, c'est les mœurs. C'est vraiment la même étymologie et il n'y a aucune différence à faire entre les deux, encore une fois, a priori, même si on peut le faire si on le souhaite. Trois grandes visions morales du monde qui ont scandé l'histoire de la philosophie européenne, et pas simplement de la philosophie, de la réalité morale européenne. Un, les grandes morales aristocratiques, Platon, Aristote, mais aussi plus généralement le monde grec. C'est pas simplement les scribouillards, comme disait mon ami Castoriadis en parlant d'Aristote et de Platon. C'est pas simplement les philosophes, c'est le monde réel, le monde grec qui est un monde aristocratique. Ensuite, la rupture chrétienne, qui annonce la naissance des grandes morales méritocratiques. L'idée républicaine va sortir du christianisme, je vous montrerai comment et pourquoi. Et puis une nouvelle vision morale du monde qui apparaît dans les années 1960, ce que j'appelle l'éthique de l'authenticité, donc trois grandes visions morales du monde que je vous raconte maintenant. Dans le monde grec, Platon, Aristote, en tout cas c'est mes philosophes, mes scribouillards de référence, Platon, La République, Aristote, l'Éthique à Nicomaque, les deux grands livres d'éthique aristocratique, les deux grands fondements de l'éthique aristocratique. Il y a quatre grands traits caractéristiques, si je voulais faire ce que Max Weber appelle un type idéal, trois grands traits caractéristiques du modèle moral aristocratique. Trois ou quatre grands traits caractéristiques de cette morale aristocratique. Je dis trois ou quatre parce qu'on pourrait peut-être les fondre, mais je vais les distinguer, mais ça revient au même, dans ce type idéal donc de la morale aristocratique qui va pratiquement durer en Europe jusqu'à la Révolution française. Le monde féodal est encore un monde aristocratique, avec des esclaves, avec des serfs, avec une hiérarchie des êtres, avec l'idée que les meilleurs, les aristocrates, doivent exercer le pouvoir. Quatre grands traits pour ce type idéal des morales aristocratiques. Premier grand trait, l'idée qu'il existe une hiérarchie naturelle des êtres, de tous les êtres, des êtres humains, des animaux, des yeux, des chevaux, je vais y revenir. L'idée d'une hiérarchie naturelle des êtres, il y a des bons par nature, il y a des mauvais par nature, il y a des moyens par nature. Et par exemple, dans la République de Platon, qui est un modèle de théorie politique aristocratique, la cité est juste, la cité platonicienne est juste, non pas quand les chefs de la cité, les rois ou les présidents sont élus par la volonté générale, par la majorité, mais la cité est juste quand elle reproduit l'ordre de la nature. Les bons en haut, les moyens au milieu, les mauvais en bas. C'est ça qui est juste. Autrement dit, on est dans le cosmologico-politique. Ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire que la bonne politique, la cité juste, c'est la cité qui imite l'ordre cosmique, l'ordre de la nature, l'ordre du cosmos, dont je vous ai parlé la dernière fois, je n'y reviens pas. Dans la République de Platon, le philosophe doit être en haut, c'est la fameuse doctrine platonicienne du philosophe roi,
Il faut que l'être le plus intelligent soit en haut. Ça correspond à une tripartition du corps humain. Le nous en grec, c'est l'intelligence qui conduit à la sagesse. Le nous, il est dans la tête, il est en haut. Au milieu, on a la classe des gardiens, des soldats, des guerriers. Ce sont ceux qui protègent la cité, ce sont ceux qui font la guerre. Et les guerriers, ça correspond au diaphragme, au milieu du corps. C'est le thumos, le cœur, le courage. La vertu des philosophes rois, c'est l'intelligence, le nous, la tête, c'est en haut. La vertu des guerriers, c'est le courage, c'est le cœur, c'est au milieu. Et en bas, il y a les esclaves, les artisans, les ouvriers, ceux qui font tourner la boutique, si je puis dire, ceux qui alimentent la cité en biens matériels, on a besoin d'eux, mais ils correspondent au bas-ventre, à l'épitumia, au mauvais désir. Nous, thumos, épitumia. Nous, l'intelligence, thumos, le courage, épitumia, les désirs matériels, le bas-ventre, les trois parties du corps humain, les trois parties de la cité. On voit qu'on a un cosmologico-éthique, on a l'idée, encore une fois, que le juste, c'est l'ajusté. Ça, c'est très profond comme idée dans tout le monde aristocratique. Ce qui est juste, c'est ce qui est ajusté à l'ordre du monde. C'est ce qui est adjointé, si je puis dire, à l'ordre du monde. Chacun à sa place. Tout le droit romain sortira de cette éthique aristocratique. La formule générale du droit romain, c'est rendre à chacun le sien. Ça veut dire remettre chacun à sa place quand quelqu'un est sorti de sa place, quand il a pris plus que sa part. Redonner à chacun sa part, rendre à chacun le sien, c'est ça que ça veut dire. Pas plus que ta part, c'est ça la justice. Et la part se calcule en fonction du degré de perfection naturelle des individus. J'ai écrit un livre qui s'appelait « Le Nouvel Ordre écologique » il y a une vingtaine d'années, qui était un livre sur l'écologie fondamentaliste, enfin sur les différents courants de l'écologie. Et j'avais commencé ce livre par analyser une pratique qu'on a un peu oubliée, même beaucoup oubliée, même totalement oubliée, qui paraît complètement ridicule aujourd'hui, mais qui domine tout le Moyen-Âge européen, qui est la pratique des procès d'animaux. Au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de procès d'animaux. On instruisait des procès de rats, de charançons, de hannetons, de grenouilles, de dauphins dans le port de Marseille. Pas de sardines, mais les dauphins quand même. Et c'est assez amusant quand on retrouve les actes de ces procès d'animaux. Parce que, par exemple, il y a un procès de rat, il y a un procès de truie, la truie de Falaise, qui est célèbre, on est au XVe siècle. Il y a un procès aussi de charançon, on retrouve les actes de ces procès, ces actes qui sont rédigés en latin. Et alors, c'est assez fascinant pour nous aujourd'hui, parce que ça paraît complètement grotesque. On attribue au rat ou au charançon un avocat. Il y a une plaidoirie. Alors, les plaidoiries sont parfois quand même, franchement, à hurler de rire. Par exemple, j'ai retrouvé une plaidoirie en faveur des rats, parce qu'il y avait comme ça une espèce d'invasion de rats dans un village, près du diocèse d'Autun. Et donc, avant d'ouvrir les portes de l'officialité, l'officialité, c'est le tribunal épiscopal qui est présidé par l'évêque, tribunal religieux évidemment. Avant d'ouvrir les portes de l'officialité, eh bien, le garde champêtre, tenez-vous bien, allait dans les champs et il convoquait les rats. Il convoquait les rats, donc il tapait sur son tambour, il hurlait dans la campagne, les rats, vous êtes convoqués tel jour, telle heure à l'officialité. Les deux portes de l'officialité seront grandes ouvertes, vous pourrez rentrer et on vous aura donné un avocat. Évidemment, les rats ne venaient pas. Donc ils étaient jugés par contumace. Non, mais c'est pas une blague, ça paraît très drôle, mais c'est vrai. Ils étaient jugés par contumace. Donc l'avocat commençait la plaidoirie en disant que, attendu que derrière chaque pâté de maison des chats attendaient les rats avec des dents aiguisées et un air méchant, mes clients, disait-il, n'ont pas pu se rendre à l'officialité. Donc je vous prierai d'excuser, Monsieur le Président, mes clients qui n'ont pas pu venir. Et maintenant, le procès peut commencer. Il y avait évidemment un procureur qui accusait les rats violemment de toutes sortes de méfaits. L'avocat plaidait en faveur des rats en disant que c'était des créatures de Dieu, qu'on ne pouvait pas leur reprocher de manger les céréales, par exemple, que c'était dans la nature du rat que de manger comme les êtres humains. Et puis finalement, eh bien, l'évêque rendait son jugement. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'idée est la même, c'est le cosmologico-juridique.
C'est l'idée que quand une espèce animale en l'occurrence, mais procès de cochon, c'est pas une espèce, c'est un individu, ça revient au même. Les cochons vivaient dans les villes, il n'y avait pas encore de porcherie dans les villages, dans les villes, ils vivaient dans la rue, et donc le cochon qui est un être, comme vous savez, omnivore, eh bien de temps en temps, il dévorait une main ou un pied de nouveau-né, par exemple. En l'occurrence, la truite falaise avait mangé la main et un bout du bras d'un nouveau-né, et donc elle était convoquée elle aussi au tribunal. Elle était jugée dans les mêmes conditions que les rats que je viens d'évoquer. Eh bien, quand un animal ou quand une espèce animale péchait par hubris, par démesure, sortait de son rôle, eh bien, elle était remise à sa place, cette espèce animale, ou cet animal était remis à sa place par un juge qui rendait à chacun le sien, qui remettait chacun à sa place. L'idée, c'est que le juge est quelqu'un qui rétablit un ordre cosmique qui a été abîmé par celui ou celle ou ceux qui sont sortis en quelque sorte de leur juste place. Et donc la fonction du juge, comme la fonction du médecin, c'est de remettre l'ordre cosmique en bon ordre quand il a été abîmé. Vous voyez pourquoi on pouvait condamner aussi bien des rats ou des charançons ou des grenouilles que des êtres humains. Alors aujourd'hui, évidemment, ça nous paraît ridicule, mais à l'époque, c'est pas que les hommes du Moyen-Âge étaient délirants, ils n'attribuaient pas des intentions maléfiques aux rats ou aux charançons, mais de toute façon, il fallait quand même un jugement pour remettre chacun à sa place et rétablir l'ordre, mais l'ordre au sens non pas de la police aujourd'hui, mais rétablir l'ordre au sens de l'ordre cosmique, de l'ordre naturel qui a été lésé. Deuxième trait caractéristique des grandes morales aristocratiques, de ces morales naturalistes par conséquent, où chacun doit être à sa place, donc les bons en haut, les moyens au milieu, les mauvais en bas, comme dans la République de Platon, eh bien, dans cette perspective-là, la vertu morale, arrêtée en grec, ça s'appelle arrêter la vertu, dans les textes de Platon et d'Aristote, la vertu grecque c'est l'arrêter, eh bien, la vertu n'est pas un devoir-être, elle ne s'exprime pas comme un commandement ou comme un devoir. Tu dois, tu ne dois pas. Faire ci, faire ça. Ça n'est pas un idéal opposé à la nature. Mais la vertu, ou c'est pas une lutte contre la nature, la vertu. Une lutte courageuse contre une nature paresseuse ou égoïste, par exemple. Eh bien, la vertu, c'est au contraire l'actualisation de ce qui est naturellement en puissance dans chacun d'entre nous. Autrement dit, la vertu, comme dit Aristote, c'est le passage de la puissance à l'acte. En grec, la puissance, ça s'appelle dynamis, c'est les dispositions naturelles. C'est ce qui est en puissance dans chacun d'entre nous, dans chaque être, quel qu'il soit. Et la vertu, ça consiste à actualiser des dispositions naturelles, des virtualités naturelles. Le passage à l'acte, ça s'appelle energeia, c'est le passage de la puissance à l'acte, de la dynamis à l'energeia. L'actualisation de la nature. Comme dira Hans Jonas, un philosophe allemand qui est mort il y a quelques années, qui était un grand disciple d'Aristote, un philosophe de l'écologie d'ailleurs, eh bien, dans la perspective aristocratique grecque, les fins morales sont domiciliées dans la nature, disait-il. Les fins sont domiciliées dans la nature. Ce ne sont pas les fins morales des idéaux antinaturels. On verra que dans la morale républicaine, c'est exactement le contraire. La morale est un devoir-être, la vertu, c'est la lutte contre la nature. Là, au contraire, c'est l'actualisation de la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une éducation ? C'est pourquoi, d'ailleurs, je le signale aussi, parce que c'est la même chose qu'avec les procès d'animaux. Aristote, par exemple, parle dans l'Éthique à Nicomaque d'un œil vertueux. Aujourd'hui, aucun d'entre nous ne parlerait d'un œil vertueux, on dirait un œil excellent, mais on ne dirait pas un œil vertueux. L'idée de vertu morale pour un œil n'a aucun sens pour nous. On ne dirait pas qu'être myope, c'est immoral. Eh bien, dans la perspective d'Aristote, qu'est-ce que c'est qu'un œil vertueux ? Eh bien, c'est un œil excellent, c'est un œil parfait. Et qu'est-ce que c'est qu'un œil parfait ? C'est un juste milieu, dit Aristote. La vertu est un juste milieu, dit-il. La vertu est un juste milieu. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est toujours un juste milieu entre deux extrêmes. En l'occurrence pour l'œil, les deux extrêmes, c'est la presbytie et la myopie. Un œil myope, c'est pas bien, c'est pas vertueux. Un œil presbyte, c'est pas bien, c'est pas vertueux. L'œil vertueux, l'œil parfait, c'est l'œil qui est à égale distance de deux défauts, comme par exemple le courage.
Le courage est à égale distance entre la témérité d'un côté et la lâcheté de l'autre. C'est un juste milieu. Mais un juste milieu qui n'a rien à voir avec Borloo et Bayrou. C'est un juste milieu qui n'est pas un centre mou, si je puis dire, méchamment, mais c'est une perfection, c'est une excellence. L'œil vertueux, c'est l'œil parfait qui est au milieu des deux défauts. Extrême, presbytie, myopie. Comme le courage, encore une fois, est une perfection qui est à égale distance entre la témérité et la lâcheté. Et donc, on a cette idée que, troisième trait caractéristique des morales aristocratiques, l'éducation n'est pas, comme elle l'est pour nous aujourd'hui, un processus potentiellement infini. On parle aujourd'hui d'éducation tout au long de la vie. Jacques Delors avait fait un rapport sur l'éducation tout au long de la vie, quand il était, je crois, président de la Commission européenne. Eh bien, aujourd'hui, on pense qu'on peut apprendre à tout âge, que voilà, on peut progresser toute sa vie. C'est l'idée rousseauiste de perfectibilité. On peut se perfectionner et apprendre tout au long de sa vie. On peut faire de la formation permanente à 70, 80 ans et pourquoi pas plus. Au contraire, dans la perspective grecque, l'éducation est un processus fini. C'est un processus fini. Une fois qu'on a actualisé les dispositions naturelles d'un être humain, d'un enfant, eh ben c'est terminé. Il a atteint son sommet, si je puis dire. Puisqu'on ne peut pas sauter au-dessus de sa nature. Une fois qu'on a actualisé les dispositions naturelles, après, on ne peut que décliner. Ça ne s'arrangera pas. Donc, une fois qu'on est passé de la puissance à l'acte, l'éducation, encore une fois, elle s'arrête. Après, on gère, mais on ne progresse plus. Et dans cette perspective-là, quatrième trait qui est peut-être le plus important et qui découle des trois autres, jusqu'à la Révolution française, l'aristocrate va se définir comme un être qui ne travaille pas. Il a des esclaves pour ça, ou des serfs. Il ne travaille pas. Un aristocrate ne travaille jamais. Il ripaille, il fait la guerre, il médite, il s'exerce dans les arts, dans les sciences éventuellement, dans la philosophie, dans ce que vous voudrez, dans la musique, mais il ne travaille pas, il s'exerce. Ça n'est pas la même chose, c'est même le contraire. Et vous allez retrouver ça, par exemple, dans les arts et les sports aujourd'hui, qui sont les deux domaines dans lesquels le monde aristocratique n'a pas disparu. Pourquoi l'aristocrate ne travaille pas? Quelle est la différence entre exercice et travail? Travail, c'est quoi le travail? Alors l'étymologie, vous la connaissez tous, un tripalium, c'est un instrument à 3 pieds qui servait à attacher les malheureux qu'on allait torturer au Moyen-Âge, c'est du latin du Moyen-Âge. Mais le travail, c'est quoi? C'est une activité qui consiste à transformer la nature hostile. On laboure, on travaille, on transpire quand on travaille, c'est pénible, d'où l'étymologie, tripalium, c'est une torture, en tout cas c'est pénible, c'est une activité pénible, mais surtout c'est une activité de transformation de la nature. Culture et agriculture marchent ensemble, c'est le même mot, et transformant la nature, on se transforme soi-même. Et donc l'idée de travail, c'est l'idée d'une double transformation de la nature. Alors, dans le monde aristocratique, quand on a une nature bien née, bien douée, quand on est un eugène, au sens étymologique du terme, bien né, eugénisme, bien né, eh bien, on n'a pas besoin de transformer sa nature. Il faut l'actualiser, simplement, mais surtout pas la transformer, puisqu'elle est parfaite. Et donc, il faut actualiser sa nature, non pas la transformer. Et qu'est-ce qui actualise la nature? C'est l'exercice. Prenez dans les arts, il y a un exemple qui m'a toujours fasciné parce qu'il correspond tout à fait, ou dans les sports, prendre plutôt dans les sports, mais ça revient au même, un exemple tout à fait aristocratique. McEnroe, qui était en effet incroyablement doué. McEnroe se moquait toujours de Borg et de Villas, qui étaient pour lui des laborieux. Eux, ils travaillaient, ils tapaient dans la balle toute la journée. Ils avaient des sparring partners, ils tapaient contre le mur. McEnroe disait toujours, oui, évidemment, ils ont besoin de travailler, parce que ce sont des laborieux, ils ne sont pas très doués, donc il faut qu'ils transforment leur nature. Bon. Moi, disait-il, je ne travaille jamais, je me contente de jouer le double pour rester en forme, à Wimbledon ou à Roland-Garros, mais je ne tape jamais dans la balle, je n'ai pas besoin de ça. Et donc, au fond, il pensait de lui-même, d'ailleurs à juste titre, qu'il était un aristocrate du tennis et qu'il n'avait pas besoin de travailler. Exercer lui suffisait. Se maintenir en état lui suffisait. Et il était suffisamment doué, en effet, pour battre Villas et Borg à la fin régulièrement. Alors il jouait comme un chat, il avait un coup de patte comme ça, et il ne transpirait pas, lui. Il n'avait pas besoin
de se fatiguer pour jouer, c'était juste le talent aristocratique, le don naturel. Hein. Et donc, même chose dans les arts. Pensez que Menuhin, Yehudi Menuhin, jouait les grands concertos romantiques, donc les plus difficiles, les plus virtuoses, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Max Bruch, les grands concertos romantiques. Eh bien, Tchaïkovski, il jouait ces grands concertos romantiques, il avait 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc de toute façon, réfléchissez à ça, il n'avait pas travaillé beaucoup. Les dons naturels l'emportaient de très 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 loin sur le travail. Évidemment, ce qui faisait son talent, si je puis dire, c'était quelque chose de mystérieux, un héritage génétique, que sais-je. Si on était bouddhiste, on dirait la réincarnation d'un grand violoniste qui avait vécu dans les siècles passés. Mais c'est évidemment une image, c'est pour désigner un mystère qui est le mystère du don naturel, le mystère du don naturel de l'aristocrate, qui n'a pas besoin de travailler, qui est tellement doué que tout lui vient naturellement, et non pas par le travail, par l'effort. Et donc, dans ce monde aristocratique, encore une fois, on va définir l'aristocrate jusqu'à la Révolution française comme celui qui ne travaille pas. C'est les roturiers qui travaillent. Les bourgeois vont se mettre à travailler. Les esclaves, évidemment, avant les bourgeois. Mais la classe laborieuse, non, ce n'est pas la tasse de thé des aristocrates. C'est le moment chrétien, le deuxième moment de cette histoire de l'éthique qui va rompre avec le monde aristocratique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, paradoxalement, car c'est évidemment un paradoxe, la République va sortir du christianisme. L'école républicaine, laïque et anticléricale, paradoxalement, va sortir du message chrétien. Et le texte clé dans l'affaire, pour comprendre la rupture avec le monde grec, c'est la parabole des talents. Dans l'évangile de Matthieu, vous avez cette fameuse parabole des talents. Je vous la rappelle, c'est la naissance du monde moderne, c'est la naissance du monde à la fois démocratique et méritocratique. Tout ce que les aristocrates détestent. Que dit la parabole des talents ? Elle est cruciale, cette parabole. Et encore une fois, débarrassez-vous de l'imagerie habituelle selon laquelle la République serait l'adversaire absolu du monde chrétien, de l'Église. Ça, c'est l'image qu'on a, d'ailleurs pour des raisons historiques évidentes. Je l'ai dit quand même avant de rentrer dans le fond du sujet. Au moment de la Révolution française, ça commence en 1790, il y a ce fameux conflit entre l'Église et la République naissante qui touche à la question de la constitution civile du clergé. La République demande aux prêtres de signer la constitution civile du clergé et les prêtres refusent. Beaucoup d'entre eux refusent de signer. Beaucoup vont signer, mais beaucoup ne vont pas signer. Et en 92, il va y avoir ces fameux massacres de septembre, terrifiants. C'est une horreur absolue. C'est pas racontable en termes de sadisme, de cruauté. Enfin, tout ça est ignoble. Et au cours de ces massacres de septembre de 1792, ceux qu'on appelle les septembriseurs, c'est-à-dire les révolutionnaires français, vont massacrer massivement les prêtres réfractaires. Et puis après, on aura derrière cette affaire de l'opposition entre la République et le clergé, on aura jusqu'à la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, on aura évidemment une opposition massive, très visible, manifeste, si je puis dire, évidente, entre tout le courant anticlérical radical socialiste, Clémenceau par exemple, mais beaucoup d'autres, Jules Ferry, et puis l'Église. On retrouve ça dans les livres de Pagnol par exemple. Le curé et l'instituteur ne se parlent pas. En vérité, ils défendent exactement les mêmes valeurs, je vais vous montrer pourquoi. Et d'ailleurs, ils s'aiment bien, ils vont à la chasse ensemble dans Pagnol, hein. Et d'ailleurs, Don Camillo et Pépone sont en vérité très proches l'un de l'autre. Moralement, ils disent la même chose en vérité. Pourquoi ? Parabole des talents, j'y reviens. Continuité secrète beaucoup plus grande qu'on ne le dit entre l'Église et la République. La parabole des talents, c'est l'histoire d'un maître, un seigneur, qui part pour un long voyage. Et il convoque ses 3 serviteurs et il donne à chacun d'entre eux une somme d'argent. La somme d'argent en grec, vous savez que les évangiles sont écrits en grec, la somme d'argent en grec, ça s'appelle des talenta, ce sont des pièces d'argent. Et dans la parabole des talents, ces pièces d'argent, les talenta, vont désigner à la fois, bien sûr, voilà, les pièces d'argent, la richesse matérielle, mais les talenta vont désigner aussi, pour la première fois, les dons naturels. C'est une métaphore symbolique des dons naturels.
Que dit la parabole? Eh bien, le maître convoque ses 3 serviteurs. Il donne 5 talentas, 5 pièces d'argent au premier serviteur. Ça fait une grosse somme d'argent à l'époque, probablement des milliers d'euros. Et puis, au deuxième serviteur, il donne 2 talents, et au troisième, 1 talent. Et donc, on comprend, si on décrypte la parabole, que le premier serviteur est le plus doué, il a plus de talent. Le deuxième est un peu moins doué, il est moyen, et le troisième n'est pas doué du tout, il a moins de talent, il n'en a qu'un. Tout ça est métaphorique, symbolique évidemment. Le maître fait son voyage, il revient, il fait les comptes, il convoque ses 3 serviteurs. « Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés ?» demande-t-il. Et le premier serviteur, qui a eu 5 talents, en rend 10. Il a multiplié la somme par 2. Il a fait fructifier les talents. Et le maître, c'est comme dans les 3 petits cochons, c'est comme dans les contes de fées, le maître le félicite d'une phrase qui va revenir. Littérairement, c'est important qu'elle revienne. Ça signifie une identité de traitement entre les 2 premiers serviteurs. « Bon serviteur, dit le maître, entre dans la joie de ton maître. » Et il le félicite chaleureusement. Deuxième serviteur, 2 talents. Il en rend 4, même proportion. Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et le troisième serviteur a eu peur. Alors, c'est très important dans la théologie chrétienne, la peur, c'est le contraire de la foi. C'est le contraire de fides, qui est la confiance. En latin, on entend fides, foi et confiance. Il a eu peur. Il a eu peur de son maître. Il dit au maître, mais tu es un maître terrible, tu es un maître dur, méchant. Voilà, j'ai eu peur, j'ai enterré ma pièce d'argent, le talent, et je te le rends intact, ce talent. Et le maître l'insulte et le chasse de son palais. Que signifie la parabole des talents? Elle signifie la fin du monde aristocratique. Intellectuellement, moralement, je veux dire. Il va durer jusqu'à la Révolution française. Mais ça signifie moralement la fin du monde aristocratique. Pourquoi? Parce que la parabole des talents, elle signifie ceci, c'est que la dignité morale d'un être, la vertu, la valeur morale, je dirais, d'un être humain, la valeur morale ne dépend pas des talents reçus au départ, on dirait aujourd'hui de l'héritage génétique, mais la dignité morale, la vertu morale, la valeur morale d'un être humain dépend de ce qu'il en fait, non pas de ce qu'il a reçu, mais de ce qu'il en fait. Non pas de la nature, mais de la liberté. Vous voyez la rupture avec le monde aristocratique. Et de ce point de vue-là, tous les êtres humains, a priori, se valent. C'est la Déclaration des droits de l'homme qui est déjà là. Tous les êtres humains, a priori, se valent. Un petit trisomique 21 a autant de valeur morale qu'un génie comme Aristote. Parce que tout dépend de ce qu'il va faire, de ce qu'il a reçu. Ça va avoir des conséquences abyssales, cette parabole des talents. Je vous en indique une tout de suite, qu'on va retrouver dans la morale républicaine, avec les bons points, les peut mieux faire, la méritocratie du travail. Eh bien, c'est que désormais, il va falloir travailler, il va falloir faire fructifier ce qu'on a reçu. C'est ça le travail. Faire fructifier ce qu'on a reçu en partage de la nature à l'origine. Il va falloir faire fructifier les talentas, faire fructifier les talents. Et on les fait fructifier par son travail. Ces dons naturels qu'on a reçus du bon Dieu, dans la perspective chrétienne, évidemment. Et voilà pourquoi ça peut paraître là aussi anecdotique et amusant. Ça, c'est très profond. Au Moyen-Âge, les premiers qui vont travailler de leurs mains dans les couches élevées de la société, chez les lettrés, c'est ceux qui lisent le latin, et peut-être même le grec en plus, eh bien, les premiers qui vont travailler de leurs mains dans les couches lettrées de la société du Moyen-Âge, ce sont les moines. Les moines vont travailler en accord avec la parabole des talents. Ils vont travailler de leurs mains, et ça va nous valoir des inventions sublimes qui portent le nom de l'héritage chrétien. La bénédictine, c'est fait par les bénédictins, évidemment. La chartreuse, pareil, le champagne inventé par Dom Pérignon, le confidois, les conserves d'une manière générale, tout ça est inventé par les moines. Si vous allez dans les monastères, eh bien, vous verrez qu'il reste toutes sortes d'instruments de travail, des métiers à tisser, des machines, des pressoirs à olives dans le sud de la France pour fabriquer l'huile d'olive, etc. Parce que, en accord avec la parabole des talents, les moines sont obligés de travailler, contrairement aux aristocrates qui ne travaillent pas. Ce sont les premiers, encore une fois, à travailler dans les couches supérieures de la société. Alors, la morale républicaine, elle reprend intégralement l'héritage chrétien, sans Dieu, bien sûr, mais c'est la même morale. Le texte clé dans l'affaire,
C'est un texte d'ailleurs, qui va être une véritable Bible pour les révolutionnaires français et qui sera presque à égalité avec le contrat social. C'est les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant, donc la morale de Kant. On est à la fin du XVIIIe siècle, la morale de Kant, première page des fondements de la métaphysique des mœurs, que malheureusement beaucoup de mes collègues, notamment spinozistes, ne comprennent absolument pas, ça leur paraît un texte absurde. Kant écrit ceci qui paraît bizarre: rien n'est bon absolument, rien d'autre n'est bon absolument qu'une bonne volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement la parabole des talents sécularisés, sans Dieu, laïcisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et Kant le dit de manière tout à fait explicite, c'est encore une fois parfaitement dans la lignée de la parabole des talents, la preuve, dit Kant, que les dons naturels n'ont aucune valeur morale en soi. C'est que tous les dons naturels, l'intelligence, la force physique, la beauté, la mémoire, etc., tous les dons naturels, sans aucune exception, peuvent être mis indifféremment au service du mal ou au service du bien. Vous pouvez utiliser votre intelligence ou votre beauté pour nuire à autrui, pour tromper autrui, etc. Beaucoup plus facilement d'ailleurs la plupart du temps que pour aider autrui, c'est beaucoup plus facile de faire du mal que de faire du bien. Mais ce que Kant veut dire, c'est qu'en soi, les talents naturels sont moralement neutres. Esthétiquement, ils sont formidables, bien sûr, en termes de séduction, mieux vaut être, etc., jeune, beau et riche que vieux, laid et moche. Bon. Mais ça, c'est une question de séduction, c'est une question esthétique, mais ce n'est pas une question morale. Sur le plan moral, encore une fois, les dons naturels sont indifférents, ils sont neutres. Vous pouvez les mettre au service du bien, au service du mal. Et donc, ça prouve une chose, c'est que la vertu ne réside pas dans les dons naturels. C'est ça que Kant veut dire. La vertu réside dans ce qu'on en fait. Donc dans la liberté et pas dans la nature. La vertu va du coup changer complètement de signification. Alors pour être complet, il faudrait que j'ajoute une chose, mais ça nous entraînerait très loin dans l'histoire des sciences. On pourrait en parler ou en reparler avec mon ami Étienne Klein. Mais évidemment, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la nature a changé de sens. La nature a changé de sens. Dans le monde grec, la nature, le modèle, c'est le modèle aristotélicien. La nature, elle est bonne. C'est ce que je vous disais la semaine dernière du cosmos. La nature, elle est juste, belle, ordonnée, harmonieuse. C'est l'ordre cosmique, il est magnifique, il est grandiose, il est divin. Entre-temps, Newton est passé par là, et puis toutes les théories de la physique moderne. Et la nature, c'est plus l'harmonie, c'est les lois du choc. La nature, elle est neutre. Alors du coup, en l'être humain, la nature, c'est quoi? La nature, c'est deux traits qui ne sont pas du tout moraux. C'est la paresse et l'égoïsme. Voilà la nature. Si j'écoute ma nature, les autres peuvent toujours courir, ils peuvent toujours attendre. Pour que je prenne en compte le souci de l'autre, pour que je prenne en compte l'altérité, pour que je sois altruiste et que je ne sois pas simplement égoïste, il faut que je lutte contre ma nature. Ma nature, elle est spontanément paresseuse et égoïste. Si je me laisse aller à ma nature, je ne pense qu'à moi, à mon cher moi, comme dira Freud, et pas du tout aux autres. Et par ailleurs, je n'ai aucune envie de travailler. Je suis paresseux, naturellement, et égoïste. Et du coup, vous voyez que la nature change complètement de sens. La nature n'est plus la vertu change complètement de sens. La vertu n'est plus l'actualisation de la nature, mais la lutte contre la nature. La vertu va se définir comme le courage de s'opposer à notre nature. Déchirement. Déchirement qui, du coup, va s'exprimer par un tu dois, par un commandement. Non, tu ne dois pas écouter ta nature égoïste et paresseuse. Tu dois prendre en compte les autres. C'est ce qu'on dit à nos enfants toute la journée. Nos enfants, soyons clairs, ils sont spontanément paresseux, racistes, ils se moquent des handicapés d'urgence. Et donc, dans les petites classes, on est obligé de leur dire « Mais non, c'est pas bien, tu ne dois pas faire ça. N'écoute pas ta nature paresseuse et égoïste, mais prends en compte les autres et mets-toi à la place des autres. Pratique la pensée élargie, mets-toi à la place d'autrui. Très difficile. La décentration de soi prend beaucoup de temps chez les enfants et puis beaucoup d'énergie chez les parents. Et donc on est là constamment dans le tu dois pas. On est rentré dans une autre logique, non pas l'actualisation de la nature, mais la lutte contre une nature égoïste et paresseuse. Ce qui va donner dans l'école de la République le fameux « peut mieux faire ». Que signifie « peut mieux faire » ?
de nos professeurs. En 68, on offrait des tampons peu mieux faire aux professeurs pour qu'ils puissent remplir les bulletins scolaires plus rapidement, parce que c'était la formule canonique qui revenait à haute dose dans tous les bulletins scolaires, peut mieux faire. Que signifie la formule peut mieux faire? Elle a une signification très profonde. Chez le hussard de la République, la signification est évidemment catho-républicaine, hostile au monde aristocratique. Elle veut dire quoi? Elle veut dire que le hussard de la République, l'instituteur de Pagnol, le hussard de la République préfère un élève peu doué mais travailleur, méritant, méritocratie, bon point, bonnet d'âne. L'instituteur préfère un élève peu doué, donc pas aristocrate, mais travailleur, à un élève qui, comme on dit, a des facilités mais qui ne fait rien. Ça, il n'aime pas ça du tout, l'instituteur. Et donc, il va être très sévère avec l'aristocrate et très gentil avec le malheureux qui n'a pas beaucoup de talenta, qui n'a pas beaucoup de talent, mais qui essaye d'en faire un maximum, qui essaye de faire fructifier les talents qu'il a reçus, même si de manière parcimonieuse au départ. Et donc, encore une fois, le hussard de la République préfère l'élève peu doué mais travailleur à l'aristocrate qui ne fait rien et qui a des facilités mais qui n'en fait rien. Et donc, toute l'idéologie du peut mieux faire, toute l'idéologie des bons points et des bonnets d'âne est sortie de là. Du coup, il va y avoir un lien. Ça, je voudrais que vous compreniez ça parce que franchement, c'est pas... Comment dire? C'est pas quelque chose de banal. Il va y avoir un lien indissoluble entre la valorisation du travail, qui est complètement dévalorisée chez les aristocrates. On va dire pourquoi. Vous allez avoir un lien étroit entre la valorisation du travail et l'idée républicaine, telle que la France va la mettre en place, car c'est la France qui met en place l'idée républicaine. C'est vraiment l'idée politique française par excellence. D'ailleurs, encore aujourd'hui, très mal comprise par nos voisins européens qui ne savent toujours pas ce que c'est que la laïcité républicaine, ce côté anticommunautariste qu'on va développer chez nous. Tout ça est très mal compris en Allemagne, en Angleterre. Et d'ailleurs, par exemple, sur la question de l'immigration, ça a des conséquences énormes. En Allemagne, en Angleterre, comme à New York, on a des ghettos qui se... Oh, des ghettos, c'est trop dire, mais on a des communautés qui se juxtaposent. Quand vous allez à New York, vous avez Chinatown, vous avez Little Italy, etc. Les communautés sont juxtaposées les unes à côté des autres. Et au fond, on trouve que c'est la démocratie qui veut ça. Nous, républicains français, nous sommes partisans de l'assimilation. Plutôt, nous l'avons été jusqu'aux années 60, 70. Après, on est devenu démocrate comme nos voisins, plus ou moins. On est aujourd'hui, le cul entre deux chaises pour être français. C'est pour ça que l'intégration marche si mal. C'est qu'on n'a jamais réussi, depuis maintenant 40 ans, 50 ans, à choisir entre un modèle démocrate et un modèle républicain. C'est entre un modèle de juxtaposition de ghetto et un modèle d'intégration-assimilation. Chevènement, Guénaud, Finkielkraut, Régis Debray défendent un modèle républicain intégrateur et à la limite assimilateur. Mais en revanche, la deuxième gauche est favorable à des je dirais pas à des ghettos, mais à des communautés, à ce que, par exemple, on enseigne, non pas en français, mais dans la langue étrangère des primo-arrivants, pour qu'on respecte leur culture et qu'on ne soit pas violemment colonisateur, si je puis dire, ou néocolonisateur, assimilateur, intégrateur, républicain. Donc vous voyez que vous avez là un débat qui va être considérable sur la question de l'immigration, comme sur la question de l'éducation, entre pédagogues d'un côté, démocrates et républicains de l'autre. Débat immense, encore une fois, sur l'éducation comme sur l'immigration. L'origine morale est très importante. Et c'est Kant qui va mettre au jour ce lien extraordinairement profond entre l'idée républicaine et la notion de travail, à l'école comme dans la société. La valorisation du travail, la valorisation méritocratique à l'école, encore une fois, avec les bons points, mais hors de l'école avec le salaire, la reconnaissance, la promotion par le travail. Kant développe ça dans un texte que j'ai traduit d'ailleurs en fait, qui s'appelle Théorie et pratique, mais aussi dans ses réflexions sur l'éducation. Oui, je ne me souvenais même pas que j'avais traduit ce texte-là. Oui, c'est moi qui l'ai traduit, Théorie et praxis, ça s'appelle sur le lieu commun, cela est bon en théorie, mais ne vaut pas dans la pratique. Oui. J'ai traduit ça dans la Pléiade, dans une vie antérieure. Et Kant fait un lien entre 3 théories de l'éducation et 3 théories politiques. Alors, je vais vous faire ça de manière squelettique, schématique, mais c'est incroyablement profond. Déjà à l'époque,
et ça vient de Rousseau, de l'Émile de Rousseau, qui est un très grand livre. Déjà à l'époque, on voit s'opposer deux philosophies de l'éducation. Deux philosophies qui sont radicalement opposées, qui forment ce que Kant appelle une antinomie, ce que les logiciens appellent une antinomie, c'est-à-dire, disons, une contradiction absolue. D'un côté, il y a l'éducation par le dressage. Et on va dresser les enfants comme on dresse des ours, comme on dresse des animaux, des chevaux. L'éducation par le dressage, retenez bien les termes, parce qu'au fond, je vous présente ça de façon schématique, mais si vous avez les termes, ça suffit pour retrouver tout le raisonnement et lui donner un peu plus de chair que je ne vais le faire là ce soir. L'éducation par le dressage, l'éducation des enfants comme des animaux, c'est une éducation dans laquelle l'enfant est considéré comme intégralement passif et le maître comme intégralement actif. Le prototype, c'est le cours magistral absolu. L'enfant est considéré comme un réservoir vide et le maître remplit le réservoir. On ne demande pas à l'enfant d'être actif, à l'élève d'être actif. Il doit simplement recevoir l'enseignement magistral. Donc toute l'activité est du côté du maître, toute la passivité du côté de l'enfant. Il est comme une cire vierge, il est comme une page blanche. Et on va imprimer des caractères sur la page blanche. Voyez l'idée ? Ça correspond à quoi ? Ça correspond au modèle absolutiste, à la monarchie absolue. Dans la monarchie absolue, les citoyens sont des sujets. Dans sujet, on entend sujétion, ils sont soumis. Ils sont soumis à l'autorité absolue du roi. Et donc le modèle du dressage, c'est le modèle de l'éducation traditionnelle, c'est l'éducation du Moyen-Âge, et ça correspond encore une fois à un modèle politique qui est l'absolutisme, où les citoyens eux-mêmes sont absolument passifs, toute l'activité est du côté du prince, du roi. En face de ça, antinomie absolue, philosophie de l'éducation, philosophie politique complètement opposée à l'absolutisme et au dressage, l'éducation par le jeu, l'éducation ludique. Et déjà à l'époque de Rousseau et de Kant, donc à la fin du XVIIIe siècle, on a des pédagogues, Pestalozzi par exemple, un disciple de Rousseau et de Fichte, on a des pédagogues qui lancent cette idée d'une pédagogie par le jeu. Pourquoi embêter nos enfants avec les mathématiques ? C'est tellement ennuyeux. Pourquoi ne pas remplacer les mathématiques par des jeux intelligents comme le jeu d'échecs ? Ça leur donnera les mêmes facilités intellectuelles et ça leur permettra d'apprendre en s'amusant, par eux-mêmes, tout seuls à la limite, entre eux. Jeu d'échecs qui remplace les mathématiques. Vous voyez que là, on est dans une antinomie parfaite puisque l'activité est toute entière du côté de l'enfant. Et à la limite, il n'y a pas besoin de maître. L'enfant va apprendre tout seul. C'est ce qu'on appelle les méthodes actives. Hyperactives en l'occurrence. Il va apprendre tout seul par le jeu. Vous retrouverez ça aujourd'hui, par exemple, chez Georges Charpak, malheureusement disparu aujourd'hui, mais dans cette méthode d'enseignement des sciences qu'on appelle la main à la pâte. La main à la pâte, c'est l'idée qui avait été défendue par l'Académie des sciences il y a quelques années, il y a déjà une dizaine d'années. On vendait une valise main à la pâte dans les établissements scolaires quand j'étais ministre. Moi, j'y étais très hostile, mais peu importe. On vendait des valises main à la pâte et l'idée, c'est qu'on allait faire par des petites manipulations découvrir aux enfants les principes de la science. On allait par exemple faire des petites turbines pour découvrir comment la vitesse du vent qui fait tourner une hélice peut fabriquer de l'électricité, etc. Et donc, on allait manipuler des choses et on allait en fabriquant des petits objets. Donc, c'est très ludique, c'est très marrant, c'est amusant. On allait redécouvrir les principes de la science moderne de Galilée et de Newton. Bon, ça correspond à quoi politiquement ? J'ai dit l'enfant est totalement actif, le maître est simplement inexistant. Ça correspond aux théories politiques anarchistes. Dans les théories politiques anarchistes, qui apparaissent à l'époque aussi, au moment de la Révolution française, on a déjà toutes sortes de théoriciens de l'anarchie. Eh bien, dans les théories anarchistes, le citoyen est entièrement actif, et à la limite, il n'y a pas d'État, pas de chef, mort au chef. Pas d'État, et donc activité entière, si je puis dire, du côté du citoyen, comme dans la pédagogie du jeu, activité complète du côté de l'élève. Pas de maître, ni maître politique, ni maître pédagogue. Et puis, quelle est la synthèse de l'antinomie ? Eh bien, la synthèse, c'est l'idée républicaine et le travail. Ça s'appelle dans la pédagogie les problèmes. Problèmes de maths,
Qu'est-ce que ça veut dire les problèmes? Problema, c'est ce qui est jeté devant l'enfant. Ça veut dire quoi en clair? L'idée est la suivante, c'est la pédagogie républicaine, la pédagogie par le travail, pas par le dressage, pas par le jeu, mais par le travail. C'est l'idée que l'enfant va apprendre en surmontant des difficultés, par son travail. Il va surmonter des difficultés, il va résoudre des problèmes, il va surmonter des obstacles, et il va les surmonter en s'efforçant. C'est l'effort et le travail qui sont valorisés. Et voyez que dans ce travail de résolution de problèmes, l'enfant est à la fois actif et passif. Il est passif parce qu'on lui met des obstacles dans les pattes, si je puis dire. C'est le rôle du maître. Le rôle du maître, c'est de choisir les bons obstacles, les bons problèmes en fonction de ce qu'il veut faire apprendre à l'élève. Et puis en fonction de son âge aussi. En fonction de son âge et en fonction de ce qu'on veut lui faire apprendre, on va lui mettre des problèmes différents, adaptés. Et c'est en pratiquant, en résolvant ces problèmes que l'élève va apprendre des choses. En quoi il est quand même actif. Il n'y a pas que la passivité de l'obstacle qui s'oppose à lui, mais il y a l'activité du travail par laquelle il surmonte l'obstacle et résout le problème. Actif et passif. Quel rapport avec l'idée républicaine? C'est la théorie de la loi chez Rousseau. L'idée est la suivante, c'est que lorsque nous votons les lois, soit directement, comme en Suisse, dans une démocratie directe, héritière d'ailleurs de Rousseau. Rousseau est suisse, hein, il est protestant et suisse, c'est pas un français catholique, très très différent. Rousseau, c'est un philosophe allemand qui parle français, pour dire les choses simplement. Il est genevois et protestant. Oh, il va se convertir au catholicisme un temps pour coucher avec sa maîtresse, mais sinon il va revenir bientôt au protestantisme, et culturellement, c'est un Allemand qui parle français. C'est un Suisse. Et dans sa théorie de la loi, on vote les lois soit directement dans la démocratie directe, la démocratie d'assemblée, soit indirectement dans le régime représentatif, comme c'est le cas chez nous, c'est-à-dire que ce sont nos représentants qui votent la loi, ce qu'on appelle les députés, les sénateurs, les parlementaires. Ça revient au même. Suffrage direct, suffrage indirect, démocratie directe, démocratie représentative, le principe est le même. De toute façon, ça part de la souveraineté populaire au départ, parce que c'est quand même nous qui votons pour les députés et les sénateurs. Indirectement, mais quand même. Eh bien, lorsqu'on vote la loi directement ou indirectement, on est actif, vous êtes bien d'accord, au moment du vote, on est actif. Mais une fois qu'on a voté la loi, si je puis dire, elle nous retombe dessus. On est passif, on est obligé d'obéir. Et il y a une contrainte. La punition, la sanction, l'amende, la prison, etc. Et donc, dans le rapport à la loi, dans le rapport républicain à la loi, comme dans le travail, le citoyen est à la fois actif quand il vote et passif quand il a voté. Il est donc, dit Rousseau, c'est le vocabulaire de Rousseau, il est souverain et sujet. Souverain quand il vote, c'est lui le vrai souverain, c'est la souveraineté populaire, et sujet quand il a voté. Exactement comme dans le travail. Donc voyez le lien qu'il y a entre travail et république, travail et loi républicaine, eh bien c'est que le travail comme la loi parvient à faire la synthèse de l'antinomie, la synthèse de l'activité et de la passivité. De là le fait que dans toute l'école républicaine, il y aura un lien moral. C'est la morale républicaine par excellence, il y aura un lien moral étroit entre le travail et l'idée républicaine, entre la valorisation du travail et l'idée républicaine, avec encore une fois toute la méritocratie qui va sortir de cette liaison entre travail et idée républicaine. La morale de la République, c'est la morale de l'effort et du mérite. Troisième âge de cette histoire, de cette brève histoire de l'éthique, le troisième âge, et puis je m'arrêterai là, encore 5-10 minutes maximum, troisième âge de cette histoire de l'éthique, eh bien, ce modèle républicain et ce modèle aristocratique qui avait dominé toute l'Europe pendant des siècles, eh bien, ils vont voler en éclats, tous les deux. Ils vont voler en éclats dans les années 1960. Dans les années 1960, on va voir apparaître un autre paradigme éthique, une autre vision morale du monde, si vous voulez, pour parler plus simplement, sans jargon. On va voir apparaître une autre vision morale du monde qui va, si je puis dire, exploser au grand jour avec mai 68. C'est ce que j'appelle l'éthique de l'authenticité. Qu'est-ce que c'est que l'éthique de l'authenticité qui va caractériser les révoltes étudiantes des années 60, partout dans le monde, et singulièrement aux États-Unis, à Berkeley et en France? Eh bien,
cette éthique de l'authenticité, elle a 3 traits caractéristiques. Là encore, un petit type idéal. 1, elle est anti-aristocratique. Dans l'éthique de l'authenticité, on va être hyper démocrate, hyper égalitariste, c'est-à-dire que tout se vaut. C'est le moment où on va considérer que la culture européenne occidentale n'est pas supérieure aux cultures de ce qu'on appelait naguère encore les peuples primitifs, et qu'on va appeler désormais avec Lévi-Strauss des peuples sauvages, et puis bientôt des sociétés traditionnelles, on dirait plutôt aujourd'hui sociétés traditionnelles, eh bien la culture Bach n'est pas supérieure au pipeau du Nambiquara. C'est ça l'idée. Il n'y a pas de supériorité de la culture européenne. La culture européenne n'est pas la civilisation, comme on le dit encore à l'époque, par rapport aux sociétés sous-développées, comme on dit encore à l'époque, ou primitives, non. Les sociétés qu'on appelait primitives sont simplement autres que les nôtres. Elles ne sont pas moindres sur une échelle de développement, elles sont autres. Et donc toutes les cultures se valent, toutes les civilisations se valent. Il n'y a pas une hiérarchie des civilisations. Et de la même manière, à l'intérieur d'une culture comme la culture européenne, l'idée qui va dominer les années 60, c'est qu'il n'y a pas une haute culture et une basse culture. On dit souvent à l'époque, il n'y a pas la grande musique et puis la mauvaise musique, ou la musique populaire. Il y a la bonne et la mauvaise musique, simplement. Et donc, c'est le moment où la bande dessinée, par exemple, va être mise au même niveau que Shakespeare ou Flaubert, et où toutes les cultures, que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou dans le rapport de l'Europe avec l'Afrique ou l'Asie, eh bien, toutes les cultures se valent. Mais aussi sur le plan sexuel, c'est ça qui est très intéressant, évidemment. Sur le plan sexuel, toutes les pratiques sexuelles se valent du moment qu'elles sont authentiques. C'est pour ça que j'appelle ça l'éthique de l'authenticité. Dans les manuels d'éducation sexuelle américains, tout étudiant américain, c'est marrant, ça n'a pas pris tellement en France, mais tout étudiant américain a un manuel d'éducation sexuelle dans sa bibliothèque. Moi qui ai beaucoup enseigné aux États-Unis, je regardais toujours les manuels d'éducation sexuelle parce que c'était quand même à mourir de rire. Et donc vous avez toutes les étapes, tout le parcours du combattant, si je puis dire, ce qu'il faut faire ici, là, à tel endroit du corps de la dame en particulier. Mais enfin, pour la dame, c'est pareil dans l'autre sens, pour les garçons. Et puis si on est homosexuel, c'est pareil dans les deux sens. Et donc vous avez tous les compartiments du jeu. Alors parfois, c'est assez croquignolet. Bon, je suis filmé, enregistré, mais tant pis. Par exemple, pour apprendre à mordiller le bout des seins des dames, on s'exerce sur des grains de raisin. Et alors, quand le grain de raisin explose, on n'a pas bon, par exemple, on a une mauvaise note, mais quand on arrive à le vider un peu, mais sans le faire exploser, c'est qu'on peut partir tranquille. Bon, tout ça est assez amusant, mais évidemment, répond en fait à une vision morale du monde derrière qui est très puissante. Qui est cette idée que toutes les pratiques se valent, toutes les cultures se valent, encore une fois, du moment qu'elles sont vécues dans la sincérité, dans l'authenticité. Et que ça fait plaisir, qu'on s'éclate, comme on dit. Le but, c'est de s'éclater, pas le grain de raisin. Mais voilà, le reste, si j'ose dire, je vous laisse imaginer. Eh bien, on est là dans une logique qui est celle, je vais y revenir, de l'épanouissement de soi, du plaisir et de l'authenticité. On est rentré dans la société d'hyperconsommation, la société capitaliste moderne, dans laquelle il s'agit de consommer d'urgence, de se faire plaisir. Tous les slogans de 68 sont des slogans jouissifs et jouisseurs. Il est interdit d'interdire, sous les pavés la plage, jouir sans entrave. Tout ça accompagne l'essor du libéralisme. En vérité, ce qui est très marrant dans mai 68, c'est qu'il n'en restera strictement rien sur le plan politique, à proprement parler. On n'a pas changé de régime politique, on est dans la société la plus capitaliste qui soit aujourd'hui. La constitution de 58 n'a pas changé, elle est toujours là. Enfin, celle de 58 rectifiée 62 est toujours là. On n'a pas non plus changé donc, ni de régime politique ni de régime économique. Pas de révolution à la Tocqueville, pas de révolution à la Marx. En revanche, révolution dans les mœurs, évidemment. Et donc, ludique, voilà, le club méditerranéen, les bronzés, je ne sais pas où. Et donc, on est dans une logique où le ludique et l'épanouissement de soi se développent en harmonie avec l'épanouissement de la société hyperlibérale. C'est ça qu'on a vécu. Mai 68, je l'ai toujours dit, j'ai écrit un livre là-dessus. Alors, tous mes copains 68ards me haïssaient à l'époque, mais aujourd'hui, c'est tellement évident qu'ils sont obligés de le reconnaître que c'était vrai. J'ai toujours dit, écrit, que mai 68 était une révolution hyperlibérale. C'était
était une révolution qui visait non pas le changement de la société politique ou économique, mais qui visait l'épanouissement de l'individu et l'entrée dans l'ère de la grande consommation. Jouir sans entrave, on ne peut pas dire mieux. Ce n'est pas moi qui invente le slogan. Donc pas de hiérarchie. Deuxième trait caractéristique du temps post-68A, pas d'idéal commun. Alors là, c'est très important. Je ne vais pas avoir le temps de développer ça. Mais l'idée, là encore, est la suivante, c'est que dans la République, vous savez ce que ça veut dire, c'est res publica. C'est la chose commune, c'est la chose partagée. Et rien n'était plus national que les programmes scolaires dans l'école républicaine, parce qu'on devait faire passer tous nos enfants par un moule commun. Ils devaient apprendre les mêmes choses, les mêmes lieux de mémoire, comme dira Pierre Nora. Hein, les mêmes temps de l'histoire, les mêmes programmes scolaires. Les programmes doivent être nationaux. L'idée qu'on fasse des programmes régionaux en France, c'est l'horreur. C'est comme si on privatisait l'éducation nationale. Eh bien, c'était la res publica, c'était la culture partagée. La fonction de l'école, c'était de transmettre à tous les petits Français, d'où la blouse grise, l'uniforme, une culture partagée, une culture nationale, une culture républicaine. Eh bien, ce qu'on voit apparaître en 68, c'est l'idée du droit à la différence, qui va bientôt se transformer en différence des droits, l'affirmative action, la discrimination positive. Et là où on voit que c'est très libéral, c'est très marrant, parce que je vois Alain Minc, qui est un de mes amis, Nicolas Sarkozy, François Pinault, c'est pas des gauchistes. Bon, eh bien, ils sont tous favorables à la discrimination positive. On est dans une logique libérale, hein, dans une logique d'affirmative action. Discrimination positive, c'est le moment où le droit à la différence se transforme en différence de droit, c'est en politique de quotas. L'idée républicaine est totalement hostile à ça, bien sûr. Et donc on voit apparaître cet idéal très clairement affiché en 68, que chacun, au lieu de partager une culture commune transmise par l'école, qu'on appelle l'appareil idéologique d'État, c'est le vocabulaire d'Althusser, donc on critique l'école comme cette espèce de moule à gaufres, la fabrique du crétin, eh bien, on va au contraire demander à l'éducation de singulariser les individus. Le slogan de France Inter est très typique, en phase à l'époque avec ce qu'on vit, cette revendication du droit à la différence. Écoutez la différence, dit France Inter. Et je vous lis un petit texte de Danny Cohn-Bendit, parce qu'il est formidable, qu'il écrit d'ailleurs avec un acolyte de Deleuze, avec Guattari, qui écrit des livres, un psychiatre qui écrit des livres avec Deleuze. Je dis ça pour les jeunes qui n'ont pas connu cette période. Voilà ce qu'il écrit, c'est quand même assez, dans l'hebdomadaire du PSU, c'est le comble du mouvement babacool différentialiste, anti-républicain à mort. Hein. C'est-à-dire c'est l'origine des pédagogues. Hein. Le but, écrit Dany, n'est pas de parvenir à un consensus approximatif sur quelques énoncés généraux couvrant l'ensemble des problèmes en cours, mais tout au contraire de favoriser ce que nous appelons une culture du dissensus, œuvrant à l'approfondissement des positions particulières et à une resingularisation des individus et des groupes humains. Quelle ineptie que de prétendre accorder sur une même vision des choses les immigrés, les féministes, les rockers, les régionalistes, les pacifistes, les écologistes et les passionnés d'informatique. Ce qui doit être visé, ça n'est pas un accord programmatique gommant leurs différences, mais au contraire une singularisation, un creusement, si je puis dire, des différences. Le texte continue, je pourrais vous lire la suite, c'est vraiment magnifique. Foucault dit la même chose. Je vais citer plusieurs textes de Foucault déjà dans mon livre sur 68 qui vont exactement dans le même sens et qui, évidemment, vont développer une critique absolument radicale de l'idéologie républicaine à la française, au nom du droit à la différence, qui se transforme, encore une fois, en différence des droits. Ça, c'est le deuxième trait. Donc, tout se vaut. La BD comme Shakespeare. Deuxième point, pas d'idéal commun. C'est une absurdité. Il faut au contraire une société qui éclate en petits individus et en communautés. Et troisième point, surtout pas d'instruction publique, pas de valorisation du travail et de l'effort. Les bons points, tout ça, c'est répressif, il est interdit d'interdire. Mais au contraire, une école qui doit favoriser l'épanouissement de l'individu, l'élève au centre du système, dans la loi de 89, plutôt dans les attendus de la loi de 89, l'enfant roi. Épanouissement de l'individu, ça c'est les pédagogues, contre les républicains qui veulent élever l'élève. Dans l'idéologie républicaine, l'enfant s'appelle un élève. Ça veut dire quoi? Réfléchissez bien à ça, c'est d'une profondeur abyssale dans l'histoire de la morale contemporaine. Dans la perspective républicaine, l'enfant s'appelle un élève parce qu'il s'agit de le faire passer, cet enfant, comme dans la parabole des talents, d'un degré N
à un degré N+1 en fin de parcours. Autrement dit, la devise de l'école républicaine, c'est « deviens autre que ce que tu étais au départ ». En mai 68, ça s'appelle aliénation. C'est ce qu'on déteste. Aliénation, ça veut dire devenir autre, étymologiquement. Quel est le but de l'école qui va sortir de mai 68, du moins selon les 68 arts? Ça n'est pas, surtout pas, de faire en sorte que nos enfants deviennent autres que ce qu'ils étaient au départ, mais c'est au contraire « be yourself ». Deviens ce que tu es, selon la phrase de Nietzsche et de Freud. Deviens ce que tu es, be yourself, deviens toi-même. Éthique de l'authenticité contre instruction publique. On est là aux antipodes. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé, d'ailleurs, pourquoi dans les années 60-70, on va voir apparaître un phénomène étrange, mais qui va mobiliser des centaines de millions de gens dans le monde? Ça n'existait pas dans mon enfance. Dans toutes les grandes villes occidentales, le dimanche, les citoyens se mettent à tourner comme des fous dans les jardins publics autour des lacs, avec des chaussures un peu bizarres, ils appellent ça le jogging. Ça n'existait pas dans mon enfance. Pourquoi? Parce que désormais, dans cette éthique de l'authenticité, il s'agit d'être bien dans son corps. On va voir se développer la diététique, les centres de fitness, de bodybuilding. Le tennis va exploser, si je puis dire. Le jogging, n'en parlons pas. Tout le monde veut être en forme. Il ne faut pas prendre du bide, il ne faut pas vieillir. La cosmétique va aussi, la chirurgie esthétique arriver par là, avec quelquefois des désastres. Je pense à certains de mes amis. Et donc, mais oui, c'est vrai. Et en même temps, vous allez voir se développer, parce que c'est le parallèle sur le plan psy, la multiplication jusque dans l'entreprise de toutes les psychothérapies, analyse transactionnelle, rolfing, bioénergie, etc. Dynamique de groupe en tout genre, tout le monde va chez le psy. Dès qu'un enfant fait une colère, on le traîne d'urgence chez le psy du coin, qui va évidemment le prendre, sinon en analyse, du moins en psychothérapie pendant quelques temps, pour essayer quand même de le remettre dans le droit chemin. Et tout ça va se développer en même temps. Être bien dans sa peau, être bien dans sa tête. Jogging, psychanalyse multipliée par 1000. Et donc on a là cet idéal de l'authenticité, de l'épanouissement de soi. Non pas devenir autre, aliénation, mais devenir soi. Et devenir soi, c'est se singulariser. Donc à bas la République, à bas la res publica. Chacun pour soi aussi. Le souci de soi, dira Foucault. Eh bien, on a là évidemment quelque chose qui va envahir l'espace éthique dans les années 70, avec un conflit qui va rester ouvert entre républicains et pédagogues, qui part de ce conflit entre deux visions morales du monde. La catho-républicaine d'un côté, c'est vrai que mon ami Henri Guénaud, il est typique, il est catholique et républicain, c'est parfait. Il est dans la parabole des talents et dans la Res Publica. Et puis de l'autre côté, les pédagogues différentialistes et partisans du droit à la différence. Alors, je termine. Ce qui est génial, je vous disais, dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'à la différence de l'histoire des sciences, les visions anciennes du monde, il y a un machin qui est tombé, mais je ne sais même pas ce que c'est. Je suis désolé. Mais ça doit être un truc hyper important pour faire marcher les ordinateurs, mais je ne veux pas vous en priver. Merci, c'est gentil à vous. Et donc, je vous disais la dernière fois qu'à la différence de l'histoire des sciences, ce qui est génial dans l'histoire de l'art comme dans l'histoire de la philosophie, réciproquement, c'est que les mondes anciens continuent à vivre. On peut habiter les mondes anciens. Je vous donne juste un exemple qui me servira de conclusion, c'est l'exemple du sport et des arts. Mais prenons le sport. Dans les regrets qu'expriment systématiquement les Français dans les enquêtes d'opinion, il y a toujours la même chose, c'est ne pas avoir appris 3 éléments. Les langues plus jeunes, parce que quand on commence tard, on n'arrive jamais à parler bien l'anglais ou l'allemand. Pas avoir appris suffisamment tôt des arts, par exemple le tennis. Si on commence trop tard, on n'y arrive jamais. Et pareil pour le piano, le violon, etc. Si on commence un instrument de musique à 12-13 ans, c'est carbonisé. On vous fait croire que vous y arriverez quand même, mais c'est pas vrai. Bon, il n'y a rien à faire, c'est pas vrai. Vous jouerez quand même comme une patate, même au bout de 20 ans, parce que non, les dons naturels, voilà, ça se travaille tôt. Eh bien, regardez l'exemple du sport ou des arts. C'est fascinant. Vous allez retrouver dans les sports et les arts, vous allez retrouver les 3 visions morales du monde aujourd'hui. Et encore une fois, les Français expriment ce regret de ne pas avoir commencé plus tôt. Ah, comme j'aurais aimé jouer du violon ou pratiquer le tennis. Voilà, si j'avais commencé à 5 ans... peut-être que j'aurais gagné Wimbledon. Bon, j'ai commencé à 12 ans, ou 13 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, c'est trop tard. Vous pouvez rentrer dans un sport ou dans un art, mettons le violon ou le tennis, ou le piano ou le tennis, vous pouvez rentrer pour 3 raisons qui correspondent. Et les parents ont ça en tête.
Vous pouvez rentrer dans le tennis, mettons, on voit ça, pour ceux qui ont joué un peu au tennis, on voit ça autour des cours de tennis, c'est fascinant. Les parents veulent absolument que le petit devienne un champion. Voilà, il a 15 ans, il est classé 15-5, mais il va quand même gagner Wimbledon. Non, c'est rare. Et ils sont là autour du cours, ils comptent les points, ils engueulent l'arbitre quand il y a une contestation, et ils encouragent le petit. On est dans le monde aristocratique. On voudrait que son petit devienne le meilleur, un aristocrate. Qu'il soit numéro 1 mondial serait l'idéal, ou au moins qu'il aille très loin, qu'il batte les autres. Morale aristocratique. Vous pouvez faire du sport à vos enfants ou de la musique, non pas pour qu'ils soient les meilleurs, vous savez très bien que c'est râpé, mais que, enfin dans 999% des cas, c'est raté, mais vous voulez qu'ils fassent quand même du sport ou du piano parce que ça va le discipliner, ça va lui faire travailler des choses, il va se discipliner, et puis peut-être qu'il va se dépasser, on est dans Roland-Garros, l'essentiel est de participer. Et on espère qu'il se dépassera, qu'il va se dépenser, et puis qu'il va travailler, et que ça va le discipliner. Et puis vous pouvez, troisième vision morale du monde, l'éthique de l'authenticité, vous pouvez pratiquer un sport ou le faire pratiquer à vos enfants en vous disant « je me fiche complètement qu'il soit un champion, pauvre petit, on ne va pas le tyranniser, je veux surtout pas qu'il se dépasse, tout ça, on ne va pas lui infliger dans le domaine du sport ou des arts une espèce de surmoi, de chape de plomb moral avec des exigences de surmoi qui le dépassent. Non, je voudrais qu'il puisse s'éclater et que quand on l'invite au ski plus tard, il n'ait pas l'air d'une truffe, que si on l'invite à jouer au tennis à la campagne et que c'est chez des gens où il y a un cours de tennis, qu'il n'ait pas l'air d'une truffe, qu'il soit capable de se socialiser avec les autres, ou s'il joue de la musique, qu'il puisse faire un bœuf avec les copains, mais on ne lui demande pas d'être Beethoven, on lui demande d'être capable de tenir un peu sa guitare et de s'amuser avec les autres. Bon, autrement dit, il s'agit de s'éclater, de se faire plaisir. On est dans une logique d'épanouissement de soi, de bonheur, de ludique, pas dans une logique ni de champion, ni de dépassement de soi, mais d'épanouissement de soi. Vous voyez comment, derrière ces choix qui nous paraissent d'une grande banalité et complètement indépendants de toute l'histoire de la philosophie, il y a en vérité des visions morales du monde qui sont extrêmement puissantes et qui sont très contradictoires entre elles, mais qui restent toutes présentes. J'ai toujours pensé que dans les sports, et ce sera la conclusion de ma conclusion, pourquoi ça fascine autant les sports dans les peuples démocratiques ? On est là, je ne sais pas combien il y a de personnes, 700 millions de personnes qui regardent le foot en même temps quand il y a un grand match. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment comme ça une espèce de rassemblement mondial autour des sports avec une espèce de fascination pour les champions qui est absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est le seul résidu, si je puis dire. C'est la seule trace résiduelle du monde aristocratique chez les peuples démocratiques. Parce que dans le sport, vous voyez se reconstituer des hiérarchies aristocratiques incroyables. Le classement ATP du tennis, c'est très très aristocratique. Ça n'a rien de méritocratique ni de démocratique en vérité. Mais en revanche, c'est sur une base égalitaire. Voilà pourquoi la triche est la pire chose qui soit dans le domaine du sport. Tricher, c'est vraiment fausser les règles du jeu. Et ce qu'on aime voir, c'est se reconstituer des hiérarchies aristocratiques, voire sortir des champions. À nul autre pareil, on est complètement inférieur par rapport à eux, alors qu'on a les mêmes chaussures que McEnroe, la même raquette que lui, le même short que lui, à peu près le même corps que lui. C'est pas Schwarzenegger, il n'est pas monstrueux. Bon, il est comme tout le monde, mais quand il est en face de vous, vous touchez pas la balle, tout simplement. Et donc il y a là quelque chose comme la reconstitution d'une hiérarchie aristocratique sur une base absolument démocratique, égalitariste. Et c'est ça qui fascine évidemment dans le sport. Et c'est un bon exemple du fait que, voilà, mes trois visions morales du monde, elles se succèdent dans l'histoire, mais elles restent présentes dans le monde contemporain. On peut vivre plus ou moins dans chacune d'entre elles selon les moments, selon les situations, selon les objets de réflexion. Mais c'est ça qui est grandiose dans l'histoire de la philosophie, comme dans l'histoire de l'art. Ça ne disparaît pas, ça reste présent. Merci à vous. Question d'auditeur. Il y a un mot qui n'est jamais apparu dans les trois visions que vous avez développées et qui a une place importante dans l'évolution de l'éthique que vous avez présentée, c'est la dimension spirituelle de l'éthique. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur
l'évolution et la place qu'elle... Oui. le rapport à la transcendance. Hein, je ne mets pas le côté religion pure, Oui. mais le rapport à la transcendance de l'homme dans cette évolution. Alors très volontiers, mais c'est ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai proposé, c'était ma première intervention la dernière fois, une différence radicale à mes yeux entre spiritualité et morale. Ça n'a rien à voir. Et par exemple, pour la dimension chrétienne, la parabole des talents, je n'ai parlé que de l'aspect moral du christianisme, en aucun cas de l'aspect spirituel du christianisme. L'aspect spirituel, c'est la doctrine du salut, et ça n'a à la limite aucun rapport. La doctrine du salut, c'est la mort de Lazare, c'est la résurrection de Lazare, c'est la question des rapports entre l'amour et la mort, c'est tout à fait autre chose. Et donc la distinction que j'ai proposée en commençant ces cours la semaine dernière, c'est une distinction, encore une fois, radicale, claire et nette entre les valeurs morales et les valeurs spirituelles. Et donc je vous redis les choses très rapidement. Les valeurs morales, je viens de les évoquer là. Les valeurs spirituelles, donc les valeurs morales, elles touchent en gros à la question des rapports à autrui, pour dire les choses très simplement. Elles touchent à la question des rapports à autrui, comment on organise la cité. C'est aussi bien le droit à la politique qui découle de la morale, d'une certaine manière. Comment on organise la vie commune des êtres humains, de ces êtres qui sont quand même caractérisés par une très grande méchanceté, la capacité de faire du mal. Comment on les met ensemble, malgré cette formidable capacité d'égoïsme, de paresse, de méchanceté qui nous caractérise au plus haut point. Partir de l'idée que les hommes sont bons, c'est quand même évidemment se planter à tous les coups. Et donc la question morale, c'est la question de l'accord en quelque sorte de ces individus étranges que nous sommes. La question de la spiritualité n'a aucun rapport. La question de la spiritualité, des valeurs spirituelles, qui sont d'ailleurs 1000 fois plus importantes que les valeurs morales dans nos vies, elles sont liées à la question de l'amour et de la mort pour l'essentiel. Ça commence avec Gilgamesh, dont je vous parlerai la prochaine fois, épopée absolument grandiose, premier livre jamais écrit dans l'histoire de l'humanité. Ce que je disais la dernière fois, c'est que même si vous appliquiez parfaitement les valeurs morales, quelles qu'elles soient, dans ces schémas que je viens d'évoquer, ça ne changerait rien au fait que même si vous êtes très gentil avec les autres, que vous appliquez les valeurs morales les plus parfaites, mettons-nous dans la morale chrétienne ou la morale républicaine, c'est le plus simple, c'est quand même là-dedans qu'on vit pour l'essentiel aujourd'hui, eh bien, ça ne vous empêcherait pas de mourir, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. Ça ne vous empêchera pas, le cas échéant, d'être malheureux en amour. Vous pouvez être un type épatant sur le plan moral et puis être cocu, ça n'a rien à voir. Et malheureux en amour, ça n'a aucun rapport. Vous pouvez être un type épatant sur le plan moral et que le gendarme vous apprenne qu'un de vos enfants a eu un accident de la route et qu'il est mort. Ça n'a rien à voir avec la morale. Vous voyez, dernier trait, mais il est très important. Vous pouvez être un type épatant sur le plan moral et vous ennuyer dans la vie à mourir. Trouver que le métier que vous avez n'est pas le bon, que la vie quotidienne est ennuyeuse, que, comme je le disais bêtement la semaine dernière, avoir chaque soir la même femme dans le même lit et chaque matin les mêmes nez au milieu de la figure au bureau, ça peut être fastidieux. Ça, ce sont les questions de spiritualité. Les questions de spiritualité, elles touchent à la question de la vie bonne. C'est pas la question morale. La question morale, c'est la question de la vie en commun, c'est la question de la vie avec les autres. Et donc, ne confondons pas morale et spiritualité. Et à l'intérieur même des grandes religions, bien sûr, il y a un lien entre les deux, mais malgré tout, la parabole des talents, je peux parfaitement la sortir du cocon chrétien pour, ce que j'ai fait tout à l'heure, l'installer au cœur de l'idée républicaine, y compris chez un ratsoc anticlérical fanatique. La morale sera la même que celle des chrétiens. Donc Camillo et Pépin ont la même morale, mais ils n'ont pas la même spiritualité. Le communisme et le christianisme, c'est pas la même spiritualité. L'une est une religion de salut céleste et l'autre une religion de salut terrestre. Vous voyez ? Donc ne confondons pas morale et spiritualité. Bien sûr qu'il y a un lien dans les grandes religions entre les deux, mais encore une fois, malgré ce lien, c'est quand même deux secteurs complètement séparés. Et la meilleure preuve en est qu'encore une fois, on peut retirer la parabole des talents de son contexte chrétien et la faire descendre dans un contexte parfaitement laïque et même parfaitement athée, sans qu'elle soit pour autant altérée. Vous voyez, en revanche, la spiritualité chrétienne, non, ça vous ne pouvez pas l'intégrer dans un univers intégralement athée. Il y a un moment où la résurrection de Lazare, pour y croire, il faut avoir la foi, pour croire que l'amour est plus fort que la mort et qu'on va retrouver les gens qu'on aime plus tard au paradis, il faut avoir la foi. Et ça ne relève pas de la morale, ça relève d'une autre sphère
qui encore une fois est celle de la spiritualité. Il y a des spiritualités religieuses, christianisme, judaïsme, islam, et puis il y a des spiritualités sans Dieu. Le bouddhisme, par exemple, ou le spinozisme, ou le stoïcisme, sont des spiritualités sans Dieu. Vous voyez ? Donc c'est par là que j'ai commencé la dernière fois. Mais gardez bien ça en tête, parce que cette division-là, si on ne l'a pas en tête, on se prend les pieds dans le tapis à tous les coups. J'ai bien compris qu'il y a 3 visions du Oui. monde un petit peu qui sont par nature pas compatibles, donc entre la vision républicaine, la vision moderne et donc la vision aristocratique. Oui. Mais aujourd'hui, les 3 sont mélangés en fait dans la société française. Oui, On a absolument, oui. par exemple certains lycées qui sont plus encore avec une vision assez aristocratique, Oui. c'est catho-républicaine. Oui. Ou alors certains lycées qui testent des nouvelles façons d'apprendre. Comment en fait on peut avoir une société mélangée avec tout ça mélangé, et comment vivre ensemble? En vérité, le fond commun français, tout le monde est républicain aujourd'hui, tout le monde est catho-républicain, parce que ce que vous appelez des lycées aristocratiques, c'est des lycées dans lesquels il y a l'aristocratie du mérite, mais pas de la nature. Plus personne n'est pour l'idée d'une hiérarchie naturelle des êtres en termes de vertu. Bien sûr qu'il y a une hiérarchie naturelle des êtres en termes de talent naturel, ça c'est évident. Vous êtes plus jeune que moi, c'est incontestable. Vous devez courir plus vite que moi, c'est incontestable. Mais cette hiérarchie naturelle n'est pas une hiérarchie morale. Bien sûr qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres, c'est pas à peine de le nier. Clairement, Newton et Einstein sont plus intelligents que les 3/4, sinon 90% du reste de l'humanité. Mais ça n'a aucune valeur morale. La preuve, c'est que Heidegger a été, à mon avis, le plus grand philosophe du XXe siècle, ça ne l'a pas empêché d'être nazi. Les 3/4 des intellectuels les plus talentueux du XXe siècle ont été nazis ou staliniens. Corruptio optimi pessima, comme on dit en bon français. La corruption des meilleurs est la pire. Et donc, pour l'essentiel, dans nos sociétés européennes, nous sommes devenus catho-républicains démocrates. Voilà. On est les 3 en même temps. Et c'est à peu près cohérent. Bon, ça fait des débats, mais c'est quand même à peu près cohérent. Mais il n'y a plus vraiment d'aristocrates au sens grec du terme. C'est-à-dire que plus personne ne pense que les hiérarchies naturelles sont des hiérarchies morales qui doivent se traduire sur le plan politique. D'ailleurs, la présidence de la République est accessible à tout le monde. Et ça se voit, entre parenthèses. Et de la même manière, vous voyez bien que malgré le poids de l'éthique de l'authenticité, qui est très fort aujourd'hui, on garde quand même l'exigence républicaine minimaliste d'un certain effort, d'un certain travail, etc. Hein, voilà, donc moi quand j'étais au ministère, ça m'avait fait rire parce que j'avais un conseiller jeunesse qui était jeune, le petit. Bon, et c'est vrai qu'on travaille énormément dans les ministères, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, j'avais fait passer la loi sur les assistants d'éducation. C'était long comme tout. C'était 53 heures de suite. Il y a de quoi crever. Bon. Et parce que les opposants s'étaient amusés à cloner les amendements. Alors, vous savez, le clonage d'amendements, il y a des logiciels pour. Ça peut vous prendre des heures et des heures avec le même amendement qui est cloné. On change une virgule, simplement une syllabe. Bon. Donc les types s'amusaient à ça. Et en face, bon, vous êtes obligé d'attendre sur le banc du gouvernement. À chaque fois, vous répondez, bon, amendement rejeté. Et quand je rentre au ministère, je vois mon conseiller jeunesse, je dû rentrer à 3h du matin, qui était quand même tout palichon. Et je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et je lui dis, viens dans mon bureau. Et je me prends dans mon bureau, je lui offre un petit whisky pour remonter le marin. J'en profite pour m'en prendre un aussi, je dois dire. Et je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il me répond moitié rigolant, mais pas entièrement. Il n'était pas bête, ce garçon. Et il me répond, ah, monsieur le ministre, j'avais demandé un emploi, pas un travail. J'ai trouvé que c'était remarquable comme synthèse entre l'éthique de l'authenticité et l'éthique républicaine. On a les deux. Hein. Voilà. Mais en même temps, il savait bien que s'il rentrait dans un cabinet ministériel, il allait être obligé de bosser. Alors comment fait-on, puisque c'était ça la question? On fait comment pour mixer les 3? Moi, je pense que... j'aurais envie... Les 3, non, moi je suis pas du tout dans l'éthique naturaliste aristocratique. Si, je le suis dans l'éthique aristocratique, si je regarde le sport et les arts et la séduction, très bien, mais c'est pas de la morale pour le coup. Sur le plan moral et sur le plan éducatif, moi j'aurais envie de dire en gros la chose suivante, hein, mais c'est évidemment un peu massif, mais c'est quand même, à mon avis, globalement vrai. Je dirais que pour ce qui est de l'épanouissement, l'éthique de l'authenticité, c'est le rôle de la famille. Quand on est père de famille, on n'a qu'une envie, c'est que nos enfants soient heureux, qu'ils soient épanouis. C'est ça qu'on veut. Et en revanche, je demande à l'école surtout de ne pas s'occuper de ça et de faire en sorte qu'en effet, ils aillent d'un niveau N à un niveau N+1.
Je demande à l'école d'être républicaine et à la famille d'être dans l'éthique contemporaine. Oui, ça me paraît une bonne division des tâches. Je serais heureux que la famille réussisse à épanouir les enfants et que l'école réussisse à les élever. Si on pouvait à peu près se partager les tâches comme ça m'irait très bien. Donc moi, je suis républicain en matière scolaire et assez démocrate, disons, en matière familiale. Voilà. Je pense que c'est pas absurde. Mais en même temps... comment dire, je vous le disais la dernière fois, c'est vrai que voilà, on aime tellement nos enfants qu'on ne parvient pas à transmettre l'autorité de la loi. Hein, l'éducation, c'est chrétien, juif et grec. Donc il faut à la fois transmettre l'amour, d'accord, mais il faut aussi que l'amour ne bouffe pas la loi et les savoirs. Et ça veut dire aussi que les parents doivent quand même éduquer les enfants avant de les envoyer à l'école.